vers les pistonnés, 4 ans les amis, on se retrouve aujourd'hui en live sur Twitch, en replay sur YouTube et aussi également en podcast. Les choses avancent, les choses prennent forme et on a rendez-vous aujourd'hui pour le débrief du Grand Prix de Miami. On est surtout là ensemble un lundi férié pour fêter notre anniversaire avec Hamza Ramani, avec Brice Germain. Ça va les gars? Joyeux anniv. Oui, ben merci, toi aussi finalement, on est né le même jour en fait. Hein. On est tous nés le même jour. Un 8 mai. Exactement. Jour de réconciliation. On est nés le même Peut-être jour. qu'Hamza et moi pourront un jour Mais pareil. Ah, j'en doute. C'est un jeu d'acteur qui dure depuis 4 ans. Les gens ne savent pas que vous partez en vacances ensemble. Non, c'est faux, pourquoi mentir? Je le déteste. Non. Les feux de l'amour, ça a duré 30 ans, mon pote. Ça a duré 30 ans aussi. Regardez, tu disais naissance il y a 4 ans. C'est vrai que c'est une naissance un peu pour nous tous. On a exhumé quelques photos de la première émission. Charles Leclerc, l'erreur de recrutement. Regarde si les choses ont changé en 4 ans. Quel glow-up. Bah écoute, ton DRS s'est ouvert depuis. Hein. First Team a changé ma vie. Et mon apparence. Regarde. Regarde vous deux. Ah, les cols blancs. Ouais, col blanc sur chemise bleu marine. Alors, j'avais pas un look terrible à l'époque. Oh, mais pas, je pense que beaucoup d'entre nous. Oh là là. C'était prohibé. Hamza, je savais pas qu'il avait cours de maths après. Vraiment, on dirait qu'il est en terme. On était studieux. Depuis ça a changé. Toi, t'avais toujours l'élégance. Ouais. Je vois que ça n'a pas trop changé. Et le casque Kimi Raikkonen qui a depuis disparu. C'est vrai qu'on avait un décor à l'époque. Ouais. Maintenant, comme ils disent dans les commentaires, c'est l'arrière d'un flunch. Et regardez, juste une dernière photo parce que forcément c'est les 4 ans des pistonnés. Je voulais qu'on ait une petite pensée quand même pour notre Pierrot national, notre ami Despiello. Regarde si c'était pas un plateau All-Star quand même à l'époque. 4 ans les gars, c'est quand même exceptionnel. Alors par contre, le glow-up de Pierrot, c'est le plus gros de Oui, tous. Hein. alors je pense que oui. Là il y avait, il y avait une marge de progression à la base. Hein. Ça se tape avec Manu quand même. Hein. C'est pas pour faire. Je suis désolé, hein, mais. T'as raison, je l'admette tout à fait. Mais non, mais écoute. Manu, il avait un look de coach. Il avait un look de coach U17 avec la veste Arsène Wenger, tu sais, ouais. La veste FFF qui descend jusqu'au genou. Maintenant, il a un look. Il a vraiment un look à sortir tous les soirs maintenant. Ah écoute, First Team a changé notre vie à ce niveau-là. En tout cas la mienne d'un point de vue look. Pierrot, quand même, hein. Un grand coucou à Pierrot, un gros bisou à notre Pierrot national qu'on retrouvera d'ailleurs sur le Grand Prix Explorer édition 2 et on sera derrière lui pour la win. Très clairement, hein, là, on va plus bien sûr se cacher. Vous vous rappelez du premier enseignement de cette première mission? C'est sur Bakou, non? C'était sur c'était Barcelone. C'était Barcelone à l'époque. On fait un quiz là? Non, c'est pas un quiz, c'est juste premier enseignement, c'était Mercedes seul au monde. On peut faire le même aujourd'hui avec une autre écurie, écoute. Les temps changent. La boucle est bouclée, les copains. Exactement. On vous lit bien sûr dans le cadre de ce direct, dans le chat sur Twitch. On vous salue, merci à tous pour vos super commentaires. On vous lira aussi également lorsque cette vidéo sera mise en replay sur YouTube. Et puis n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux après avoir découvert le premier podcast aussi également des pistonnés, puisque maintenant ça y est, c'est officiel. Cette émission est à retrouver en podcast audio. Ça fait des années que vous nous le demandiez. Eh bien ça y est, on a accédé à votre demande et on remercie, c'est vrai qu'on a oublié de remercier aussi, même si on n'est pas au Festival de Cannes, on remercie toute l'équipe First Team qui nous accompagne depuis 4 ans dans ce projet. Polo qui est encore aux manettes aujourd'hui, à la réalisation bien évidemment, Thomas et Erwan qui nous accompagnent dans toutes ces aventures, il n'y aurait rien sans eux. C'était important de commencer par cela. On se projette les gars un petit peu sur ce Grand Prix de Miami, on va découvrir ensemble notamment quels sont les 4 enseignements. Tranquillement, on va parler de Verstappen, une gifle, une mise au point. Voilà, c'est très clair et limpide. On parlera aussi d'Alonso. Est-ce qu'il n'est pas un peu la deuxième force au championnat des constructeurs? C'est la question un brin provoque qu'on pose aujourd'hui. Hamilton qui semble être lassé par cette traversée des enfers. Et puis As, star à domicile. Il l'a gardé. Je l'ai gardé, c'était une bonne idée de Brice hier soir. Star à domicile pour bien sûr les amoureux de la télé des années 2000. Voilà les amis. Alors on va parler de ces 4 sujets-là. Mais on ne parlera pas, en tout cas on ne développera pas sur le Grand Prix de Miami. Et pourtant, mon cher Hamza, il y a énormément de choses à dire. Je vais être très honnête, je m'étais promis de ne pas en parler cette année. Ouais. Voilà, je sais, le côté chaud, etc. Mais il y a une scène qui, moi, m'a profondément choqué. On est à l'avant-course, je sais pas, il doit être 21h10, 21h15, heure française. Et donc, tu as Martin Brundle, Sky Sport, qui fait des ITV sur la grille. Et il veut aller chercher Roger Federer. Sauf que Roger Federer, il est au niveau d'une zone, entre guillemets, VIP, parce qu'on était en train de se préparer pour l'entrée des artistes, le show que l'on a vu, que moi je trouve malaisant, mais bon, ça peut avoir son public. Il y a pas, par rapport à ça, il n'y a pas trop de problèmes, quoique. Et donc, il ne peut pas accéder à Roger Federer, qui a une quinzaine de mètres devant lui. Et à ce moment-là, juste à côté de lui, il y a Sir Jackie Stewart. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Sir Jackie Stewart, on parle d'un triple champion du monde de Formule 1. Il fait partie des gens qui ont développé légende, on peut le dire. sport.
La plus vieille des légendes encore en vie. Et Sir Jackie Stewart n'avait pas le droit de passer le cordon de sécurité. En fait, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait d'abord un cordon de sécurité. Sir Jackie Stewart passe sous le cordon. Alors déjà, que lui ne puisse pas, ça c'est un autre débat. Et en fait, il a arrêté une première fois. Il a arrêté par la sécurité. Il a arrêté une deuxième fois. En fait, la sécurité ne veut pas le laisser passer, sauf que Sir Jackie Stewart, 83 ans, bonhomme, la sécurité, il en a rien à faire. Et il est parti chercher Roger Federer. Mais voilà, moi, ce qui me gêne, c'est que des VIP aussi grands soient-ils, que ce soit au niveau de la musique, de l'entertainment, du sport. Moi, Roger Federer, j'ai un profond respect pour lui. Mais c'est le sport, c'est la Formule 1. Et j'estime qu'il y a un respect à avoir pour ceux qui ont fait ce sport sur les 60, 70, 80 années du championnat du monde de Formule 1 et avant même la Formule 1, même du sport automobile en général. Moi, si demain je vais chez Brice, je m'adapte aux règles de Brice. Et je ne vais pas faire le fou chez Brice. C'est vrai. J'estime qu'il y a un minimum de respect à avoir pour ce sport et pour ceux qui ont contribué à faire de ce sport le sport qu'il est aujourd'hui. Autre chose à rajouter, toi, sur Miami ? Non, juste, je vois qu'il veut se faire inviter pour mes 30 ans. Mais, non, je respecterai, vous inquiétez pas. non, sur Miami, Le 10 juin, hein. Le 10 juin, tout ça à Annecy. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Benares aussi, bon, tu Non, mais pour conclure avec ce que tu as dit, Hamza, et on boucle très rapidement ce sujet, moi, je te rejoins complètement, je trouvais que c'était honteux. Je trouve que l'image est violente, en fait. L'image est violente parce que Sir Jackie Stewart, tu l'as dit, à un certain âge, et je trouve violent, en tout cas, de voir cette image-là. Moi, j'ai été un petit peu gêné par ce week-end parce que je trouvais que le sens de la communication et de l'organisation de cet événement faisait en sorte que des spécialistes un petit peu comme nous, ou en tout cas des profonds passionnés de ce sport, n'avaient l'impression de ne pas être dans la cible du Grand Prix de Miami. Tu vois, par exemple, les nouvelles livrées, les casques machin, les designs ceci, les animations cela, les grandes stars partout, voir Will.i.am hier dans le débrief de la Formula 1. Il n'est pas capable de citer un pilote. Il n'est pas capable de citer un pilote et qui t'explique qu'il fait de la musique pour Mars et qui va écrire sur la Formule 1 et tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'on était complètement en dehors de la cible, en tout cas, de ce Grand Prix, et ça me gêne un petit peu. Je sais plus si la question a été posée dans l'émission d'avant-course sur Canal ou sur Sky Sport, mais à un moment, on lui demande c'est qui votre favori pour la course, et il fait ouais, je suis pour tous les pilotes, le meilleur va gagner. Ouais. Pas capable de citer le nom d'un pilote. Qu'est-ce que tu fais là, quoi? Ouais, moi, je veux bien qu'on invite des VIP, mais à un moment, il y a un minimum de respect à avoir, et puis accessoirement, il y a la distraction, ce que Russell appelle une distraction d'avant-course. Ça, c'est un autre problème. C'est que potentiellement, tu peux faire sortir des pilotes de leur concentration, de leur routine d'avant-course, de préparation. Un sportif, quand tu le déranges sur une routine, justement, il peut perdre de l'influx, il peut perdre de la concentration, peu importe. Et on parle d'un sport, enfin, avec tout le respect. Là, c'est pas du foot, c'est pas du rugby. Là, c'est la Formule 1 où tu risques potentiellement ta vie, entre guillemets, à partir du moment où tu montes dans la machine. Donc pareil, il y a des choses peut-être à voir et à revoir, mais bon, c'est Miami, quoi. Tsubasama qui nous dit, Joachim Noah qui appelle Charles Leclerc, Julien Leclerc. C'est un mix entre un chanteur, dans l'avant-course, mix entre le chanteur et le pilote, mi-pilote, mi-chanteur, voilà, bref. Toutes ces choses qui sont un peu lamentables. Pour rebondir sur ce que disait Hamza par rapport à Jackie Stewart, il faut se rappeler qui sont les vrais VIP sur un Grand Prix de F1. C'est-à-dire qu'en fait, Roger Federer, pour moi, n'est pas VIP sur un Grand Prix de F1 par rapport à Jackie Stewart. Bien sûr. Si Roger Federer se fait refuser l'accès à Roland Garros, ça fait un tollé national. De dire mais qui sont les débiles qui ont été engagés pour pas reconnaître Roger Federer. Il y a un moment donné où même si la cible c'est le public américain, on amène un sport quelque part avec son histoire, ses règles et sa vie en fait, parce que le paddock c'est une vie très particulière quand même. C'est pas une mafia, mais c'est un monde très fermé quand même. Et je pense très sincèrement que si on manque de respect à des gens qui ont fait l'histoire de ce sport comme ça, à un moment donné, l'identité même du sport va en pâtir. Mais la grille, en fait, aujourd'hui, elle est méconnaissable. Il y a plus d'agents de sécurité que de stars, entre guillemets, liées au monde de la Formule 1. Les stars, ce sont les pilotes, ce sont les machines et ce sont les anciens pilotes. Ce sont certainement pas les Vegas. Vivement Vegas. Ah, mais Vegas, ça va être un carnage. Ça va être un carnage. Heureusement, Imola arrive. Et on sera là pour en parler. Comme d'habitude, bien évidemment, depuis 4 ans, vous l'avez compris. Voilà, les amis, pour l'introduction de ce débrief du Grand Prix de Miami. Je propose tout de suite qu'on se lance en profondeur, justement, dans les 4 enseignements.
Avant d'évoquer les 4 enseignements justement de ce Grand Prix, replongeons-nous quand même dans le classement d'une course quand même assez étonnante parce qu'il n'y a pas eu de safety car, il n'y a pas eu de virtual safety car, il n'y a pas eu de drapeau jaune, il n'y a pas eu de drapeau rouge, il n'y a pas eu d'arrêt au stand qui ont été ratés, il n'y a pas eu un seul abandon. Justement, 13e course de l'histoire de la F1 sans un seul abandon et je crois que c'est la 9e depuis 2015. Donc la fiabilité, on voit la fiabilité quand même qui se développe et qui permet justement ce genre de course. Une nouvelle victoire pour Max Verstappen, un nouveau doublé pour Red Bull, un nouveau podium, le 4e sur 5 courses pour Fernando Alonso, 2 Mercedes dans le top 6, Carlos Sainz devant Charles Leclerc à la 5e place, 2 Alpine aussi dans le top 10 et c'est rassurant après le week-end catastrophique de Bakou, et puis surtout une Haas Magnussen qui prend le point de la 10e place. On file tout de suite sur le premier enseignement les gars, l'impression laissée par Max Verstappen à l'arrivée de ce Grand Prix de Miami, une gifle vis-à-vis de la concurrence, une mise au point vis-à-vis de son coéquipier, c'était trop facile ce dimanche pour Max Verstappen, parti 9e sur la grille, lui qui avait été piégé en Q3 par le drapeau rouge provoqué par Charles Leclerc. Il y a eu cette stratégie gagnante avec le choix des gommes dures dès le départ et puis surtout encore une remontée, une marque de fabrique pour Max Verstappen décidément qui a remonté tout simplement de la 10e à la 2e place en 15 tours uniquement, un rythme aussi également irrésistible. Pour preuve, il était plus rapide que son coéquipier avec des gommes dures bien usées qui avaient entre 20 et 30 tours déjà dans les cordes, alors que Pérez lui avait justement chaussé des gommes dures neuves. Il y a cette manœuvre incroyable aussi également sur Hülkenberg et Leclerc qui rappelle un petit peu un Hakkinen, Schumacher, Zonta, et puis ce dépassement aussi également sur Pérez sur la piste, certes avec des gommes bien plus jeunes, mais dépassement quand même sur la piste. Et ce qui n'a pas été aussi un peu aidé, ça je vous relancerai un peu plus tard là-dessus, par Pirelli, parce qu'on a l'impression que ceux qui sont partis en dur hier avaient tout compris. L'écart de performance à Bakou comme à Miami aussi également entre les gommes médium et les gommes hard pose question, et puis surtout les gommes soft encore une fois qui ont été à part pour McLaren, et ils l'ont payé très très cher, qui ont été vite évacués, à se demander si les gommes soft ne sont pas des pneus de qualification. Mais reconcentrons-nous les gars très rapidement sur l'impression laissée par Max Verstappen. On l'a dit, une gifle, une mise au point. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces mots ? L'impression, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle parce que effectivement, quand tu pars en dur, alors même avec une Red Bull, tu te dis il pourrait avoir quelques difficultés Les difficultés, il ne les a pas vues, il ne les a pas eues. Alors pourquoi ? Là, c'est un autre débat et on en parlera peut-être dans un second temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un autre aspect de la Formule 1 qui me gêne, c'est que lorsque l'on est face à une voiture plus rapide, non seulement on ne va pas se battre, on ne peut pas se battre, mais en plus on ne va même pas chercher à se battre. On va essayer de perdre le moins de temps. Alors est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui dans la conception des F1 qui font que tu n'es pas capable de te battre face à un pilote plus rapide? Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais pour revenir sur Max Verstappen, effectivement, il fait une course absolument fantastique en termes de rythme. Il a mis que 4 tours. Alors, il part P9, mais il se retrouve rapidement 10e. Ouais, c'est ça. Au 4e tour, il est déjà 6e après ce double dépassement. Avec au 15e les moins tour, bons pneus de la gamme possible, quoi. Exactement. Et au 15e tour, il a remonté tout le monde. Et derrière, le rythme qu'il enclenche, et c'est ce que dit à juste titre Christian Horner, lorsqu'il parle, et c'est là en fait où il va construire sa victoire, sur la seconde partie de ce premier relais. À partir du moment où il prend justement cette 2e place, là, il n'a plus personne devant lui, il n'a plus de trafic, et là, il va aligner des temps autour où il va tourner 3, 4, 5 dixièmes, parfois 7 dixièmes plus rapide plus vite que Sergio Pérez. Et la différence, finalement, elle se fait là. Et même lorsque Checo Pérez s'arrête et qu'il va mettre des pneumatiques durs, qui du coup, à ce moment-là, sont neufs, il y a quelques tours où Pérez est plus rapide, ça joue sur 5, 6, 7 tours. Et puis derrière, même avec des pneumatiques usés, et là on en reviendra dans la deuxième partie du débat, Verstappen, il est intouchable, quoi. Il est intouchable aussi parce que rien ne se passe dans la course. Faut pas l'oublier, la stratégie hard-medium, elle a fonctionné parfaitement. Parce qu'il n'y a rien qui se passe dans la course. C'est ce qu'on appelle une course à la régulière, entre guillemets. Oui, mais comme ça te permet d'avoir une hiérarchie un peu plus comme quoi, tu visible. Vois, on parlait que c'était la 13e course où il n'y a pas d'abandon. C'est pas très régulier sur 1084 Grands Prix. Donc en soi, ça veut quand même dire qu'il y a très souvent des incidents qui peuvent amener à une safety car ou une virtuelle ou quoi. Et surtout à Miami qui est entre les murs où ça a tapé en essai. C'est vrai qu'on n'a même pas eu, je crois, un seul drapeau jaune, non ? Non, pas eu un seul drapeau jaune. Rien.
Donc en soi, à la régulière, oui et non, c'est justement un peu exceptionnel qu'il ne soit rien passé. Surtout que Verstappen n'a qu'un seul train de dur hier en partant. C'est-à-dire que s'il y a grabuge au premier virage ou grabuge dans le premier tour, la stratégie elle est morte. Dans tous les cas. Parce qu'il doit remettre des médiums derrière et il est embêté parce qu'il devra repasser des médiums une deuxième fois. Il serait resté en dur, je pense. Il n'y avait plus de dur hier. Après, il aurait eu des durs. Non, il serait resté, il serait pas rentré au stand. Comme Ocon la semaine dernière. Non, mais imagine, s'il crève ou quoi. Enfin, pardon. Il partait sur un long relais de début de course Oui. avec des pneumatiques où il n'avait qu'un seul train. C'est ça que je voulais dire. Mais sinon, oui, l'impression est forte. Je pense que quand on est fan de Red Bull, on a passé un très bon Grand Prix hier. Quand on est observateur objectif ou fan d'une autre écurie, on a souffert, à mon avis, hier, parce que Verstappen donne une impression de s'il ne fait pas la qualif, c'est pareil. 9e, 4e. On disait dans le chat, il peut se pointer, il peut se pointer que le dimanche, ça change. C'est exactement, et j'allais dire ce que tu disais hier en conf de rédac, Brice, où il posait la question en fait, mais s'il part dernier, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il peut se passer la même chose. Alors peut-être qu'il aurait plus de difficultés en toute fin de course à aller chercher Checo, ça on n'en sait rien, mais le rythme, il est fou, il est affolant. La vérité, c'est qu'il aurait juste eu plus de risques à prendre pour remonter à cet endroit-là, mais le rythme est trop, l'écart est trop grand. Ouais, mais le fait de partir 9e, ça aide parce que comme on le disait tout à l'heure, au 4e tour, il est déjà 6e avec des voitures qui devant lui ont déjà un rythme assez élevé. Lui est quand même plus rapide, mais il perd pas trop de temps. Peut-être qu'il part sur des pneus différents, sur une stratégie différente, s'il est plus loin ou plus près. En fait, ils auraient adapté le panel stratégique aujourd'hui qu'a Red Bull pour faire gagner Max Verstappen est beaucoup trop large pour que les autres écuries puissent se battre. Tout en se disant que tu ne peux pas utiliser des pneus tendres en course. Oui, voilà. C'est-à-dire que les autres sont pénalisés par Red Bull parce que la Red Bull est bonne dans tous les pneus. Donc, elle est bonne dans tous les pneus et toutes les configurations de circuit. Donc, il y a peut-être des moments où certaines autres écuries vont être avantagées et du coup vont devoir tirer le plein potentiel. Mais eux, ils peuvent le tirer à chaque Grand Prix. Donc, ils ont tellement l'éventail large au vu du bon travail réalisé cet hiver et l'hiver d'avant. Au vu des sommes peut-être investies certainement en trop, même si c'est faible, aujourd'hui, ils ont des cartes en main pour jouer le jeu qu'ils veulent. Que ce soit le jeu de Perez, le jeu de Verstappen, le jeu du combat à la loyale. Là, sur ce Grand Prix-là, il y a une chose qu'on a vue clairement, c'est que la course, c'est eux qui la dirigent en stratégie, en moment d'arrêt. Ils choisissent absolument tout. Et Verstappen en est le fer de lance. Donc à partir de là, je ne vois pas comment il peut y avoir lutte. Et l'exemple, ça a été criant, c'est qu'on n'a vu absolument aucun pilote se battre contre Max Verstappen, qui était sur des pneus plus durs que les autres. Sainz s'est pas battu, Alonso s'est pas battu. Je vous rappelle qu'Alonso, c'est un mec qui, même avec une voiture moins bonne, se bat comme un acharné normalement. Je vous rappelle le Hungaro sur Lewis Hamilton. La Mercedes, mais vu qu'il n'est pas dans la même course que lui, comme tu l'as dit, vu qu'ils sont tellement au-dessus et qui. Mais il n'y a plus de course. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux pilotes qui paradent devant et qui vont se battre entre eux, mais comme 2014 en fait. Et il n'y a pas de course parce que ça n'a aucun intérêt pour personne que de pratiquer le sport avec ces mecs-là. Alonso, il pratique son sport contre Sainz, il pratique son sport contre Russell, contre Hamilton. Mais il pratique absolument pas son sport contre les deux, contre Perez et Verstappen. Leclerc a essayé à Bakou, ça a marché 2 tours. Alonso a essayé à Jeddah contre Perez, ça a marché 2 tours. Un peu plus, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. En course, c'est pas possible, c'est impossible. Donc à partir de là, oui, c'est une gifle parce que même en partant derrière, en fait, j'ai l'impression qu'on a épuisé le panel de qu'est-ce qui peut leur arriver. La seule chose qui peut leur arriver, c'est un accrochage. Sinon. Justement, tu parlais de gifle, mise au point aussi vis-à-vis de Sergio Pérez qui a beaucoup parlé d'ambition. On en parlait justement la semaine dernière. Il y a eu une courte bataille, mais une belle défense quand même de Sergio Pérez, il faut le dire, qui avait des gommes qui étaient forcément bien plus abîmées que celles de son coéquipier. Psychologiquement, il a fait mal aux Mexicains aujourd'hui ? Je pense que psychologiquement, pour lui, il ne s'attendait peut-être pas à voir un Max aussi à l'aise. Après, c'est ce qu'il disait, il a été touché par du graining et on l'a vu... à l'image, je crois que c'était à l'avant-gauche. Ou l'avant-gauche, il me semble. Il a eu du Après, effectivement, ça, et on en parlera tout à l'heure, par rapport à la stratégie et les pneumatiques Pirelli, malheureusement pour lui, il était sur la mauvaise stratégie, en l'occurrence. Après, est-ce que sur la même stratégie que Max Verstappen, est-ce qu'il aurait pu lutter ? Ça, c'est une question, malheureusement, c'est du si. J'aurais pas la réponse. Et puis, met Perez P9 à la place de Verstappen, est-ce que lui... revient en première position, je ne suis pas sûr. Perez est parti plus loin
en Australie, il a fait une belle remontée, mais c'était pas aussi flagrant que ce qu'on a vu à Miami. Mais il y a quand même un élément qui est important aussi de signaler, c'est que Miami, on l'a vu tout au long du week-end, le vendredi, le samedi, jusqu'à la qualification où Verstappen a fait cette erreur lors de son premier tour de Q3. En fait, on dit il y avait Red Bull et les autres. Moi, je trouve que sur l'ensemble du week-end, il y avait Verstappen, puis Pérez et les autres. Et là où on dit souvent Checo, il est à l'aise en ville, peut-être que là, sur ce circuit précis, soit Pérez était moins à l'aise, soit Verstappen était hyper à l'aise. Donc j'attends de voir, je me réserve quand même le fameux avis tranché de dire en fait on voit qu'il n'y aura pas de championnat sur 23 courses. Je me dis que Miami, ça reste particulier, avec le tarmac particulier, l'usure, la stratégie pneumatique. J'attends de voir. Il y a Barcelone qui va arriver bientôt. Barcelone, c'est le circuit par excellence où on pourra peut-être évaluer un peu plus et un peu mieux, surtout la hiérarchie, aussi bien côté pilote que côté constructeur. J'attends. Je ne suis pas encore persuadé que le championnat est mort. On a parlé de GIF, on a parlé de mise au point. Est-ce qu'il n'y a pas justement un biais dans cette victoire de Max Verstappen, dans cette domination, en tout cas un biais induit par les pneus Pirelli et notamment par ces pneus hard qui étaient quand même hier très performants. 2 citations à l'arrivée de cette course. Commençons avec le vainqueur Max Verstappen qui nous dit ceci: c'est une course propre, je voulais dépasser et rester longtemps en pneus durs. C'est là qu'on a fait la différence. On a eu une belle bataille avec Checo à la fin, c'est resté propre et c'est ce qu'il faut. La stratégie, on en a parlé hier, on ne savait pas ce que serait la météo. On a opté pour les durs et ça a payé. L'autre réaction intéressante aussi également au sujet des pneus, c'est celle de Sergio Pérez qui nous dit que le premier relais était mauvais. On a eu du graining et ça a compromis ma course car on avait trop de différences en rythme avec Max. Je pense que les médiums n'étaient pas bons, pire qu'attendu. Cela a compromis nos chances et Max avait un rythme phénoménal en pneus durs. Je dois analyser ce qui s'est passé aujourd'hui car je n'avais juste pas de performance. Sergio Pérez qui nous a expliqué quand même il y a quelques semaines que justement la compréhension des pneus, l'optimisation de la fenêtre d'utilisation justement des pneumatiques, il l'avait beaucoup mieux compris cette année par rapport à l'année dernière. Est-ce que cette victoire de Max Verstappen n'est pas un petit peu aidée par l'écart de performance entre les médiums et les durs ce week-end ? Moi, ce qui me gêne en fait avec les pneumatiques Pirelli aujourd'hui, c'est que tu te retrouves dans une situation où tu as 3 pneus qui sont proposés, mais où le panel stratégique il est extrêmement réduit. Il n'y a pas de variété stratégique possible. Il n'y en a que 2 de viables en soi. Parce qu'effectivement, et c'est ce que tu dis, Brice, c'est que, je te laisse le dire, les pneumatiques tendres... c'est les pneus de qualif. Exactement. Et au final, en course. Aujourd'hui, on a vu McLaren qui a tenté un pari stratégique qui s'est avéré malheureusement pour eux pas payant du tout. Même. Mais alors, ça peut marcher peut-être sur certaines... À nuancer, hein, Norris, il se fait accrocher par De Vries au oui, premier on a bien virage. compris que les softs, c'était le pire des choix au départ de la course quand même. Le but pour Ça McLaren... Ça va plus marcher. J'ai Vu vu les positions de McLaren, C'est ça, le but pour McLaren, c'était de rouler seul, de ne pas être dans un train DRS, etc. Bref, ça, c'est un autre débat. Mais moi, ce qui m'agace, c'est qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où, sauf événements particuliers, voiture de sécurité, drapeau rouge, etc., les courses se jouent sur un arrêt, et c'est souvent médium-dur, dur-médium. Il n'y a même pas de stratégie possible où tu te dis, je sais pas, j'invente, mais médium, tendre, ce sera aussi rapide. Tu sais, on se dit souvent, en plus, tu as souvent le fameux graphique Pirelli avant la course, où il te dit stratégie la plus rapide, stratégie proche, deuxième stratégie la plus rapide. Là, en fait, le pneu tendre n'existe pas. À quoi sert le pneu tendre, en fait, dans ces cas-là ? Si aujourd'hui, avec 6 trains, avec 6 différences de gomme, t'es pas capable d'apporter 3 types de pneumatiques en course qui sont tous les 3 utilisables, c'est qu'il y a un problème. Moi, j'aime beaucoup le fait que des pneus durs puissent durer. On l'a vu, et je l'avais signalé la semaine dernière, les stratégies d'Hülkenberg et d'Ocon, j'ai apprécié parce que c'est une stratégie que tu tentes, qui peut s'avérer payante, mais à contrario, j'aimerais bien voir des stratégies inversement où des relais courts avec des pneumatiques plus tendres puissent être utilisés et utilisables. Et malheureusement, c'est pas ce qu'on voit. Ça fait des années qu'on le voit plus. On l'a vu quand on était petit, la victoire de Schumacher à Manicourt en 2004 avec les 4 arrêts. Mais c'est quelque chose ça fait des années qu'on voit Il y avait plus le ravitaillement à l'époque aussi. Oui, complètement, t'as raison. Il y avait aussi le poids avec l'essence. Mais en soi, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on privilégiait le fait de s'arrêter plus souvent, ça veut dire qu'on était plus léger, donc on allait plus vite. Donc en soi, c'est l'artifice du soft, medium, hard, c'est à peu près la même chose. C'est je vais plus vite, par contre je vais devoir me réarrêter. Donc effectivement, la comparaison est viable. Le souci, je pense, c'est qu'on a un beaucoup trop grand écart entre les performances de chaque pneumatique.
Sachant que là, on avait C2, C3, C4, donc c'est même pas un C2, Oui, C4, C5, par exemple. Et encore, qu'on pourrait faire ça si jamais on constatait en fait dans les simulations que on a des pneumatiques qui réagissent différemment en fonction. Et pourquoi on pourrait pas faire C1, C4, C5 si jamais on constate justement que le C1 il est pas si rapide que ça en différence, mais on veut créer une différence artificielle. Ok, faites des choix. Mais On le voit de temps en temps, mais c'est très très rare. ouais, c'est très rare. Mais le problème, et on l'a évoqué hier soir, c'est que on ne connaît pas le cahier des charges que la FIA et la FOM, celui de la FIA, imposent à Pirelli. Et les demandes qui sont faites, les seules choses qu'on sait, c'est qu'on demande à Pirelli d'avoir des pneus qui se dégradent vite, mais qui ne sont pas dangereux. Et vous demandez du coup le beurre, l'argent du beurre. Et donc, c'est compliqué pour eux de faire ça. Et c'est compliqué pour eux de faire un pneu tendre qui soit vraiment très performant mais qui tienne, comme un pneu dur qui soit qui tienne en longévité et qui soit bon en piste. On l'a vu l'année dernière, quand Pirelli ramène ses durs à Bahreïn, il n'y a personne qui peut les utiliser. Et un Grand Prix sur 2 l'année dernière, tout le monde dit ne mettez pas les hards, parce qu'en mettant les hards, on ne tiendra pas la course, on va glisser de partout, ça va être impossible. Cette année, les hards ils tiennent tout le Grand Prix, ils fonctionnent, mais du coup, en fait, c'est très facile pour tout le monde de rouler avec ça parce que on n'aura plus d'arrêt à faire, on le sait, et derrière, on va devoir rouler à l'économie. On n'a que des courses à l'économie qui partent en médium et qui se terminent en hard, et au final, la stratégie, elle n'a pas de divergence possible. Hier, il y a une stat qui est que moi je trouve en tout cas complètement folle. Peut-être que dans le monde de la F1, ils vont trouver ça normal. Hier, il y a 13 pilotes qui terminent en pneumatique dure. Sur les 13 pilotes qui terminent en pneumatique dure, il y en a 6 qui réalisent leur meilleur tour de course sur le dernier tour. Ouais. C'est fou. Et dans le top 10, il y a 7 pilotes qui terminent en dur, il y en a 4 qui réalisent le meilleur tour sur le dernier tour. Donc en fait, les pneumatiques durs, ils ont une durée de vie qui est longue et ils ont une seconde vie qui est extrêmement performante. On l'a vu avec Verstappen, du coup on le voit avec les autres. Maintenant, il faudrait avoir une possibilité de variété stratégique qui puisse nous offrir des courses un peu plus intéressantes. On avance parce qu'on a déjà une demi-heure d'émission, on a fait un seul enseignement. On fera un débat, je pense, autour des pneus dans cette saison, c'est très important. Comme le disait très bien Adam Premier aussi également dans le chat, on fait souvent le procès de Pirelli. Il faudra peut-être faire un jour le procès aussi également de la Formula One et de ce fameux cahier des charges imposé bien sûr à ce manufacturier unique. Deuxième enseignement, parlons de la deuxième force du plateau, et même au classement des constructeurs, monsieur Fernando Alonso, qui a été encore détonnant, reçu 4 sur 5, 4e podium en 5 courses, une parfaite exécution encore une fois tout au long du week-end pour l'Espagnol, qui a tenu quand même le rythme de Pérez en course, qui a laissé Sainz aussi également à distance. On a vu aussi également, et c'est important, l'attitude positive liée forcément à cette machine compétitive. Une course aussi également en solitaire. Il était seul au monde, notre ami Fernando Alonso, qui s'est même permis de féliciter Lance Stroll pour ce magnifique dépassement après l'avoir aperçu dans les grands écrans. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et puis, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, on a l'impression quand même qu'Alonso, l'association Alonso-Aston Martin est véritablement dans un autre monde. Il y a cette association, je disais, au cocktail détonnant, parce qu'on a un Fernando Alonso qui est parfait depuis le début de saison dans la gestion de course, dans la tenue des gommes. La tenue des gommes qui est l'un des points forts aussi également de cette Aston Martin qui bénéficie d'une bonne qualité aussi également dans les virages lents et à moyenne vitesse, mais aussi également d'une bonne traction, ce qui va bien avec le pilotage de Fernando Alonso. Et mine de rien, Mercedes est loin du compte, loin derrière Aston Martin, avant bien sûr les évolutions qui vont arriver à Imola. Et puis surtout, on a l'impression qu'il y a un seul homme, hormis bien sûr Red Bull, qui peut battre Fernando Alonso et Aston Martin, c'est Charles Leclerc. Mais Charles Leclerc, il n'est pas toujours présent. Ouais, pour un petit rappel statistique, Alonso, il a 3 points de moins que Ferrari au classement. Voilà, c'est juste pour vous dire à quel point le mec est en train juste de faire le boulot quasiment à lui tout seul. On va pas retirer les, si je dis pas de bêtises, 27 points ou 26 points de Lance Stroll. Mais en attendant, ce qui fait, enfin le pari, 27. Le pari d'Aston Martin d'aller chercher Fernando Alonso, il est quand même spectaculairement payant, dans le sens où 4 podiums en 5 courses, comme tu l'as rappelé. Dans le sens où Alonso est un bon pilote. Plus qu'un bon pilote. C'est pas un bon pilote, c'est un peu âgé, diront certains. Dans les 5 meilleurs, qu'on a eu depuis 25 ans.
J'arriverai pas à faire de réel classement, mais un peu plus. oui. Bon, en Espagne, apparemment, c'est le meilleur de l'histoire. Paraît-il. Loin devant Carlos Sainz. Mais non, mais enfin, ce qu'il réussit à faire avec l'Aston. Alors l'Aston a l'air quand même assez simple à manœuvrer. Elle a l'air quand même assez clémente dans la manière d'être gérée en course et même un peu moins en qualification, mais en course en tout cas. Mais avoir un pilote qui tire 115% d'une monoplace qui est déjà à 100% et compétitive fait qu'aujourd'hui Aston Martin va pouvoir se positionner en deuxième force justement. Mais l'Aston Martin me semble pas être la deuxième force. C'est Alonso qui, à mon sens, la met deuxième force du championnat. Et c'est ça qui est très fort. On voit Stroll, hein. Stroll éliminé en Q1. Alors en début de saison, j'étais extrêmement indulgent avec lui parce qu'il avait son problème de santé du coup. Mais tu vois, alors c'est certainement un accident et c'est ce que dit Stroll, c'est qu'en qualification, Aston Martin a tenté de mettre qu'un seul train de pneus à Stroll en disant ça va passer. Bon, manifestement, c'est pas passé. Excès de confiance côté Aston Martin. Mais quand même, t'as un pilote qui est éliminé en Q1 et qui part 18e. Et l'autre qui fait, première ligne dans des circonstances particulières parce qu'il y a drapeau rouge. Et qui surtout derrière sur la course, en fait, il est seul au monde. Et c'est ce qu'il dit, c'est qu'il est évidemment trop loin des Red Bull, mais il n'a jamais été menacé ni par Russell, ni par les Ferrari, ni par Hamilton. Je suis, c'est vrai, bluffé par ce début de saison. C'est un pilote qui, alors avec Bakou, on dit 4 podiums en 5 courses, c'est aussi un pilote qui met au moins 15 points par course, puisqu'à Bakou, il y avait la course sprint. 78 points. Donc, il score. 75 points, pardon. Il score. Et il ramène des points extrêmement importants. Peut-être pas pour le titre cette année, mais non, franchement, c'est vraiment prometteur. Et tu te dis, si la base aujourd'hui d'Aston elle est aussi saine et que Fernando Alonso est déjà capable, je parle souvent du temps d'adaptation et ça marche aussi pour un pilote de 42 ans, s'il est aujourd'hui capable de performer à ce niveau-là, mais qu'est-ce que ce sera lorsqu'il comprendra la machine à 100% et lorsqu'il sera capable de l'emmener encore à l'étage supérieur? Si jamais demain en plus Aston se rapproche du niveau de performance de Red Bull, franchement, j'ai hâte d'être en 2024, mais effectivement, encore une fois, hier, Alonso, c'est une démonstration. John qui nous dit, ça rappelle Kimi sur la Lotus en 2012, donc de grandes chances d'aller ramener une victoire cette année, Fernando. Ah, mais j'y crois, parce qu'effectivement, il parlait tout à l'heure des caractéristiques de cette Aston Martin, qui est une voiture extrêmement performante sur les virages lents, sur les virages serrés, quand il n'y a pas de longue ligne droite. Et ça va bien avec ses qualités de pilote aussi également à Fernando Alonso. Et tu sais là où que le mariage est parfait, je trouve. Tu sais que Monaco arrive très très vite. Donc Monaco, s'il fait ça va dépendre de la qualification. Mais on a vu, je me souviens d'une pole position de Michael Schumacher avec une Mercedes à l'époque. Monaco. Monaco. Enfin, pole position du coup, qui n'est pas comptabilisée comme pole parce qu'il avait pris 5 places de pénalité suite à un accrochage à Barcelone. Mais j'ai envie de te dire, et là les pilotes expérimentés, le talent, tout fera la différence. Là, s'il part devant, il ira chercher la gagne. Budapest, ça peut être aussi une course pour Aston Martin. Singapour, ça peut être une course. Alors on verra comment seront les voitures à ce moment-là, mais Alonso, à la régulière, aura des vraies chances de victoire cette saison. Il aura des chances de victoire parce que c'est l'homme qui est en embuscade à 95% du temps, pour le moment. Non, mais je dis à la régulière, sans le fameux accrochage Pérez-Verstappen qui pourrait arriver. Écoute. Sur des circuits particuliers, je pense. Oui, mais le problème, c'est qu'on a déjà eu 5 circuits et qu'on a toujours pris 25 secondes. À la fin. Donc, il y a eu 5 jamais eu le circuit qui correspond parfaitement aux caractéristiques à la fois de la Aston et à la fois qui ne met pas. Tu penses que la Red Bull va perdre 30 secondes Non, mais sur Aston Martin. Non, mais je suis pas sûr que Red Bull ait une avance aussi confortable que cela sur des circuits typés pour que Aston Martin performe. Oui, après, encore une fois, pour le moment, on n'a même pas eu besoin du côté de chez Red Bull d'activer un levier stratégique contre Aston Martin. C'est vrai. À aucun moment, on a eu besoin de faire la course. Donc, déjà, commençons par ça. Essayons de voir si à un moment donné, Alonso peut stratégiquement se retrouver dans une lutte. Mais pour le moment, Red Bull, même s'ils foirent une strat, ils seront devant. Mais tu sais que le premier circuit qui correspond à Aston Martin, si c'est Monaco, tu sais que Monaco, ça joue pas sur ça joue surtout sur le samedi. Donc sauf vraiment erreur type Ricciardo avec Red Bull ou Hamilton l'année suivante, je crois. Sauf erreur stratégique. Sainz l'année dernière. Oui, c'est vrai qu'il y en a tellement finalement. Mais ça peut arriver. À chaque Grand-Prix, on peut le dire. S'il part dans les 3 premiers à Monaco, il a sa chance. Non, mais voilà, c'est ça qu'il faut dire. Et encore une fois, hier, on parle des caractéristiques.
Alonso en course, c'est celui qui a la pire vitesse de pointe Oui, c'est vrai. des 20 pilotes, 333 km/h. Alors, à contrario, je sais pas comment c'est C'était le cas de possible. la Red Bull avant. Je sais pas comment c'est possible. Stroll, c'est celui qui a la VMAX la plus rapide avec 351 C'est des km/h réglages. devant C'est Verstappen. des réglages qu'il applique pas à lui-même, ça, Fernando. Il les donne à Voilà, Lance, voilà. mais il les applique pas. Non, je vais quand même pas finir devant le petit. Attends. Aussi Donc, mince. Ouais, en tout cas, il a la dalle, Fernando Alonso. Alors, déjà, il est enthousiaste. On a l'impression de retrouver un Fernando Alonso jeune. Mais Il a mis un justement- tacle énorme à Alpine d'ailleurs C'est après les qu'il- qualifs. Il en parlait hier, il a fait une ITV à Sky Sport il y a quelques jours, qui est passé, diffusé hier avant Miami, où justement il revenait sur cette pause qui lui a fait du bien, qui lui a fait un reset mental. Il quitte la F1, Brice dirait qu'il quitte la F1 un peu aigri. Par la Et petite franchement, porte, hein, je te l'époque, rejoins hein. totalement. J'ai Et c'est vrai que plutôt cette engine. pause lui a fait du bien, et c'est ce qu'il dit. Aujourd'hui, il profite de tous les instants, pas seulement de la Formule 1. À l'époque, il voulait que piloter. Aujourd'hui, c'est la F1, plus les à côté, l'hymne national, la cérémonie, les podiums, les ceci, les cela. Et c'est vrai qu'on voit un Fernando Alonso qui est frais mentalement. Et je pense que ça se ressent aussi sur son pilotage en piste. Exactement. Et tu vas voir qu'il a de l'ambition. On se disait, il pourrait se contenter de retrouver 4 podiums en 5 courses, il pourrait se contenter de ça, lui qui a quand même vécu des années noires. Regarde ce qu'il disait à l'arrivée de cette course, j'adorais cette citation. En début d'année, un podium était incroyable. Mais après 4 podiums, on veut faire mieux, au moins la 2e place, mais les Red Bull sont intouchables. Peut-être qu'on aura des possibilités à Monaco ou à Barcelone. C'est qui me rappelle là. Il a faim encore, Mais en à fait, 41 ans. dans la typologie de la saison, il me rappelle un mec, c'est Verstappen quand il a commencé à être régulier. Après, pas en mode je suis arrivé à maturité, je pense qu'il est déjà bien arrivé à maturité, Fernand. Mais tu sais, cette saison 2020 où il fait que des P3, Verstappen, et il y a un moment, il y a un spot qui s'ouvre et il la prend la première. Ouais. La première place. Et il va la chercher. C'était Grand Prix notamment du 70e anniversaire, où il va la chercher. Le Grande-Bretagne. Silverstone, ouais. Oui, Ça, c'est le premier, pas le deuxième. Le deuxième, Ouais. Hamilton, il crève, mais, Voilà, c'est ça exactement. mais au final, il le gagne. C'est celui-là, je sais plus. Ouais, je crois que c'est celui-là. Non, mais donc- cette fameuse statistique de Verstappen, là, sur les 44 dernières courses terminées, Oui. c'est 40 podiums. Et effectivement, Alonso, on a l'impression, c'est un peu ça sur ce début de saison. Et- Est-ce qu'il sera capable de lutter jusqu'au bout? Ça, c'est une autre question. Et l'exemple même, c'était Barcelone 2016. Oui. En fait, Verstappen s'imposait comme étant le mec qui était là quand les Mercedes n'étaient pas là. Aujourd'hui, Red Bull ne fait pas d'erreur, mais effectivement, si à un moment donné Red Bull fait des erreurs, alors il va falloir voir la taille des erreurs nécessaires pour qu'Alonso le fasse, parce que pour le moment, encore une fois, on n'a pas vu où est-ce qu'elles étaient prenables, les Red Bull. Les Mercedes, on avait vu à certains moments, parce qu'ils ne gagnent pas tout en 2014. Hein. Et Ricardo en prend 3. Je crois que McLaren en prend une. Je ne sais plus si Button n'en prend pas une. Mais en tout cas, il y a 2014. Non, 2014. il y en a 3 pour Non, Ricardo, je crois. McLaren, non. Alors, il y en a peut-être que 3 qui partent du côté de chez D'ailleurs, parce que tu parles de McLaren, petit instant émotion quand même. Jenson Button qui tend le micro à Fernando Alonso. Ouais, Déjà, c'est vrai, c'est quoi, t'as raison. c'est quoi en duo Mais il avait 2016, tendu sa 2017 voiture. déjà, à l'époque, Et pissé dans sa voiture. Pardon, excusez-moi, mais je reprends les mots, je paraphrase ce qui avait été dit. à l'époque, le duo Alonso-Jenson Button chez McLaren, c'était, avec tout le respect que j'ai pour eux, mais c'était un duo de vieillards, de papis. Complètement. Et aujourd'hui, je sais pas, peut-être 6, 7, 8 ans plus tard, il y en a un qui a pris sa retraite, qui est champion du monde tranquille et qui va tendre le micro à Fernando Alonso et qui joue encore des podiums. Incroyable. Attends, il y a Massa qui a fait les micros à Hamilton, hein, je te rappelle. Ouais. Il y a pas longtemps. On va- Ça l'a réveillé. On va en Ça l'a reparler. réveillé, Et- Felipe. On va en bientôt- parler de Massa, les gars. On va en Bientôt, reparler. peut-être Rosberg à Hamilton. On a hâte de voir. Troisième enseignement, parlons d'un homme qui semble être un peu en déprime, même s'il avait un petit peu plus de sourire à l'arrivée de cette course dimanche. Mais en tout cas, il a besoin d'une cure de jouvence façon Fernando Alonso. C'est Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, eh bien, qui oscille entre enfer et lassitude. Il y a eu quand même cette habituelle résilience du dimanche. Marque de fabrique de Mercedes, marque de fabrique de Lewis Hamilton. Hamilton prostré le samedi avec des critiques acerbes après avoir été éliminé de Q2. Il s'en est pris quand même il s'est plutôt défaussé, il s'en est pris à son équipe. On rappelle quand même que le samedi en qualification, Mercedes, les deux auraient pu ne pas passer la Q1. On était très inquiets à ce moment-là. Et puis il y a eu la stratégie parfaite le dimanche. Il part en hard et il réussit à déjouer un peu les différents trains DRS. Il avait un bon rythme et a réussi à remonter. Rythme rassurant aussi pour son coéquipier George Russell. Ils ont effectué tous les deux des dépassements en piste. C'est quand même un mini événement. Ça fait bizarre de le dire. 4 ans après avoir titré sur l'hégémonie Mercedes dans les pistonnets. Mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup de batailles, beaucoup de dépassements des deux Mercedes. Et c'est pas si courant que cela. Et maintenant, qu'attend
Lewis Hamilton. Il y a cette révolution en vue du côté d'Imola. Est-ce que ce sera d'ailleurs un vrai game changer? On aura l'occasion d'en parler avec la déclaration du septuple champion du monde. Et puis cette prolongation qu'on attend toujours du côté de chez Mercedes. Toto Wolff nous a dit ce week-end, les échanges de mails avec Lewis Hamilton au sujet de cette prolongation s'intensifient. Donc on attend une annonce dans les semaines qui viennent, sans doute qu'elle sera liée aussi avec la Mercedes B. Les gars, Hamilton, vous en pensez quoi? Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans ce début de saison de Lewis Hamilton. Il y a eu une première partie de course, comme beaucoup, assez compliquée, parce qu'il y avait ces fameux trains DRS, et ça, on ouvrira peut-être un débat incessamment sous peu sous la difficulté aujourd'hui de se dépasser, de se défaire justement de ces trains DRS, comme Charles Leclerc par exemple. Et puis après, en plus, lui avait la stratégie dur-médium, donc la stratégie gagnante, entre guillemets. Et puis après, effectivement, sur la seconde partie de course, il a un très très gros rythme, certainement aidé aussi par la différence pneumatique entre des médiums neufs et des durs usés pour les autres pilotes. Mais je crois qu'il ressort 13e ou 12e après son arrêt au stand et il termine 6e. Il n'a pas vraiment tremblé, je trouve. Est-ce qu'il pouvait aller chercher plus haut? En partant de si loin, je ne suis pas sûr. Compliqué, ouais. Et c'est peut-être un regret de ne pas savoir ce qu'aurait pu donner. Est-ce qu'Hamilton aurait pu se battre, par exemple, avec Alonso? Je sais pas. Je sais pas, mais ça promet. Et puis, tu dis que tu es dans une situation où Lewis Hamilton, forcément, on peut imaginer la frustration qu'il peut ressentir depuis le début de la saison. En qualif, c'est 4-1 pour Russell. Et Russell, il se fait sortir à Bakou en Q2. Donc, s'il y a un accident à Bakou, potentiellement, ça peut faire 5-0. Donc, c'est un pilote qui, aujourd'hui, est moins bon que son coéquipier sur un tour. Il faut être clair sur ce constat. Maintenant, il y a la lecture de course, maintenant il y a ce qu'il peut faire en course, et sur ça peut encore être un élément positif pour Mercedes. Mais je trouve qu'il souffre du syndrome dont beaucoup de pilotes qui ont gagné beaucoup de choses souffrent, à savoir si je peux pas le faire avec le matériel que j'ai, je vais pas trop me donner. Alonso, c'était le cas avec McLaren. T'as eu ce sentiment-là sur le dimanche? Hier? Mais justement non. Ouais, d'accord. Justement, c'est parce qu'à partir du moment où en fait il sent qu'il a la performance et le potentiel d'aller s'amuser et d'aller se révéler, qu'en fait Hamilton redevient Hamilton. Mais tu prends Vettel chez Aston Martin en première partie de saison versus Vettel en deuxième partie de saison, c'est pas les mêmes hommes. Hein. C'est vrai. Tu prends Raikkonen quand il avait l'occasion de gagner versus Raikkonen quand il avait une chèvre à conduire, c'était pas le même pilote non plus. Donc je pense que là, Lewis Hamilton en course, il peut avoir des opportunités parce que cette W14, elle est mieux que la W13, mais néanmoins, elle reste quand même sur la même base. Donc effectivement, en qualification, c'est compliqué parfois, vu les écarts resserrés qu'il y a et vu les typologies de circuits qui peuvent assez souvent désavantager la Mercedes. Néanmoins, la vision de la course, et surtout si en plus, comme on en parlait par rapport au pneu Pirelli, on revient davantage encore sur une ère de medium hard où il va falloir gérer et tirer le potentiel maximum de pneus qu'il faut sauvegarder. Hamilton, encore une fois, il a ses coups à jouer, et remonter de P13 à P6 avec une monoplace qui n'est pas archi dominante pour le faire. La monoplace est meilleure que les monoplaces qui sont devant elle. Néanmoins, avec l'air sale et avec les trains DRS, dépasser 7 places, prendre 7 places à Miami, c'est de l'ordre quand même de la très très belle course. Hein. Complètement. Donc, je pense que quand il a ce matos-là et qu'il veut, il est largement au niveau de Russell et certainement meilleur que Russell. Est-ce qu'il fait cette course parce que la voiture lui permet ou parce que la stratégie pneumatique lui permet? Je pense que d'abord le deuxième et un petit peu du premier quand même. Mais parce que quand tu regardes le début de son relais en dur, il est pas très à l'aise, Lewis Hamilton. C'est vraiment au moment où il commence à avoir les arrêts des pilotes qui sont partis en médium et qui chaussent les durs, que lui commence à avoir un rythme qui s'intensifie. Et en fait, il fait une course comme Verstappen. La différence, c'est qu'il a la monoplace qui est beaucoup moins performante. Mais en soi, il fait la même course en termes de rythme. Et qu'il a du trafic en fait tout au long de la première partie. Mais si tu regardes, à partir du moment où Perez s'arrête, Verstappen augmente son rythme et Hamilton pareil. C'est la même chose. Donc, ça, il commence en 1.34, ça descend en 1.33 et quand il a plus personne, ça termine en 1.32. Et ça, au final, tu vois, c'est l'abnégation du pilote qui se dit, de toute façon, je peux rien faire derrière Hülkenberg. Enfin, en fait, je vais ruiner mes gommes. J'ai des durs, il va falloir que je fasse 35 tours avec et je vais les ruiner derrière une Haas qui est 13e. Non, bon, écoute, j'attendrai mon heure et son heure, elle est venue. Il gagne 7 positions. Il termine quand même devant la Ferrari de Leclerc, pardon. Ce qui veut quand même dire qu'au final, la science de la course, il l'a toujours et que sa Mercedes en course, elle fonctionne. Et c'est intéressant ce que tu dis. On nous posait la question, est-ce que la Mercedes est meilleure dans le chat? Est-ce que la Mercedes est meilleure que la Ferrari? On rappellera que George Russell
et George Russell et Charles Leclerc sont partis à peu près du même emplacement avec exactement la même stratégie et finalement il n'y a pas eu photo en tout cas à l'arrivée de cette course. Juste une petite citation de Lewis Hamilton parce qu'on a beaucoup parlé de son comportement, l'attitude qui change un petit peu vis-à-vis de son équipe et notamment la sortie qu'il a eue samedi où il s'en est pris un peu à son équipe sur cette élimination en Q2 en disant mais vous m'avez laissé sortir un petit peu trop tard. Lewis Hamilton à la fin de cette course qui se projette déjà sur Imola. On part un peu dans l'inconnu. C'est pas comme si on allait gagner une seconde à Imola avec le nouveau package. C'est pourtant ce dont j'ai besoin. Mais c'est une nouvelle étape pour aller dans la bonne direction. Espérons-le. Il faut que nous puissions vraiment progresser. Elle est là la clé pour Lewis Hamilton Imola, et la suite de l'aventure avec Mercedes. Imola, c'est capital pour Mercedes si effectivement ils arrivent avec une nouvelle voiture ou comme annoncé, une voiture renouvelée à 80%, parce que ça pourrait te permettre de comprendre pourquoi est-ce que la voiture elle rebondit autant, pourquoi est-ce qu'ils ont autant de difficultés. En fait, c'est une course capitale, pas dans la performance, sinon dans la compréhension de ce qui n'allait pas. Et du coup, de ce qui pourra aller et dans quel sens ils pourront travailler pour la suite de la saison et même 2024-2025. Je trouve que la nouvelle voiture, si elle ne répond pas aux attentes, tu peux sérieusement commencer à t'inquiéter et même mentalement pour la dynamique de l'équipe aussi. Quand on voit un Lewis Hamilton qui est quand même un petit peu stressé, stressant depuis le début de cette saison, t'imagines la catastrophe d'un concept B raté. Tu sauras plus en fait quelle direction prendre pour les évolutions, même dans la compréhension de la voiture. Je suis rarement alarmiste en début de saison, mais Imola, c'est capital pour la suite de Mercedes sur les prochains mois et les prochaines années en Formule 1. Attendons, Imola, ça va être les essais de Barcelone pour cette nouvelle voiture. Donc, sur un tracé particulier. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vont la tester en fait. Oui, donc mais tu auras déjà des premières réponses. Mais tout ce que tu as en Fleury, regarde, je sais pas si on verra tout parce que je sais pas si on verra tout par exemple parce qu'on sait surtout qu'il y aura les suspensions, il y aura tout un travail sur les suspensions et sur l'arrière, je crois, de la voiture. Est-ce qu'on aura tout, tu vois, est-ce que tu auras toute la quintessence du concept B de cette Mercedes? Il faut qu'ils le comprennent. Si la voiture à Imola continue de rebondir par exemple, oui. C'est une source d'inquiétude extrêmement importante pour Mercedes. Je suis même pas d'accord parce qu'au final, début 2022, tout le monde rebondit et tout le monde n'a pas un mauvais concept. Oui, mais Mercedes n'a jamais su le régler. Oui, mais peut-être qu'avec le nouveau concept, ils sauront le régler parce que c'est peut-être le problème de concept sur l'arrière sur le dessous de la voiture qui posait problème à Mercedes. On ne sait pas. Mais ça veut dire donc que tout ce qui s'est passé précédemment, tu n'as pas été capable de le régler. Pour la nouvelle voiture, tu n'as pas été capable de le régler immédiatement pour la nouvelle voiture. Ah oui. Donc c'est ça la compréhension. Je ne parle pas de performance, même s'ils font 10 et 11 en qualif. Oui, parce que la perf, on la verra pas. Je suis d'accord avec toi, c'est une course de test, mais c'est une course de test fondamentale pour la suite de Mercedes. Oui, comme dit Arcbit dans le chat, ça va arriver avec les grilles de tous les côtés et ça va tester. Et encore, c'est une sprint, Imola. Oui, il me semble. Il n'y aura pas beaucoup de tests, donc il n'y aura pas beaucoup d'essais. Mais non, enfin là, rappelez-vous d'Aston Martin qui se pointe avec sa MR22 B à Barcelone. On se dit, ah tiens, elle est pas mal. Et au final, ça nous a pondu 10 mois plus tard, l'Aston Martin qui aujourd'hui claque les podiums. Donc je pense que Imola, ça va être un tournant de philosophie. Le tournant de perf. C'est ça, mais la priorité, c'est qu'elle soit saine. Si elle est saine derrière, tu peux la développer et effectivement, la performance, tu peux aller la chercher. Ah, c'est l'année dernière. Ouais, c'était l'année dernière. C'est vrai qu'on a Merci, Lisandro Lopez. Mine de rien, Hamilton, il est 4e au championnat. Oui. Il a 16 points d'avance sur George Russell et Mercedes n'est qu'à 6 points d'Aston Martin. Donc encore une fois, c'est ce qu'on dit depuis des années dans les pistonnets, Mercedes, même quand ils sont en difficulté, au niveau du capital point, ils sont toujours présents. Juste pour boucler ce sujet, les amis, on va tout de suite passer au 4e enseignement, mais je pense qu'on va faire un point, on va travailler, parce qu'on nous interroge beaucoup aussi également sur le chat. Alors, on va essayer, excusez-moi, de faire venir des spécialistes de l'aérodynamique et de la technique pour parler du nouveau concept Mercedes dès qu'on en saura un petit peu plus, forcément à partir d'Imola. On verra d'ailleurs si cette voiture aura des pontons d'Imola, ça peut être à partir de Barcelone et de l'Espagne. Et surtout, je pense qu'on ouvrira le débat dans quelques semaines sur le retour du Dirty Air, sur cette révolution 2022 qui semble en ce début de saison 2023 un petit peu avorté. Il faut juste qu'on bosse un petit peu, nous laisser le temps. On a 2 semaines pour préparer tout ça, mais ça sera sans doute l'objet du débat dans 15 jours après Imola. On verra ce qui se passera bien sûr dans l'actualité. Star à domicile était une émission culte ou ringarde dans les années 2000, déjà ringarde dans les années 2000. Tapez sur Wikipédia pour les plus jeunes qui nous regardent. Ouais, Flavie Flamand, exactement.
Et c'est aussi le titre que l'on a donné bien sûr à la performance de Haas à domicile aux États-Unis ce week-end. Un bon week-end à l'image du début de cette saison 2023. De la vitesse en essai libre, de crash aussi, de voitures dans le mur. La P4 de Magnussen en qualification, bien aidé par le drapeau rouge forcément provoqué par Charles Leclerc, mais quand même. Et puis surtout un point qui fait beaucoup de bien aux Danois, qui était quand même en difficulté par rapport à Hülkenberg sur ce début de saison. Hülkenberg piégé lui dans le trafic, piégé aussi également par ce dirty air, par cette dégradation on va dire galopante lorsqu'on est enfermé à moins de 2 secondes d'une voiture qui nous précède. Et puis on rappellera aussi également que cette Haas a quand même réussi à placer une voiture dans le top 10 alors qu'on l'a bien précisé, il n'y a pas eu de circonstances de course, drapeau jaune, drapeau rouge, safety car, virtual safety car et même abandon. On a même vu et Magnussen et Hülkenberg être à la lutte et tenir la dragée haute à la Ferrari de Charles Leclerc. Faut qu'on parle un petit peu de Haas parce que franchement ce début de saison il est vraiment convaincant. Alors en fait il n'est pas convaincant dans les points parce qu'ils sont à 7 je crois, donc c'est pas non plus la folie. Enfin c'est pas très loin derrière. Ouais, avant ce week-end ils étaient à 1 point d'Alpine par exemple. Ils sont à 8, à 6 points d'Alpine, à 6 points de McLaren, donc à 6 points de la 5e place. Voilà, c'est plus ça qu'il faut voir, à 6 points de la 5e place. Dans l'impression, alors il y avait 2018 comme tu avais dit, mais j'ai le sentiment que c'est, depuis 2016, l'année où Haas a le plus de potentiel. Parce que ça s'est resserré dans le midfield. Exactement. En fait, la voiture a les mêmes caractéristiques que la Ferrari sur un aspect, c'est qu'elle se qualifie très bien. Et j'ai pas souvenir de voir une Q3 sans une Haas. Il me semble que Hülkenberg ou Magnussen sont toujours mis au Q3. Probable. Peut-être une course, tu peux checker. Sûr. Mais bref, P4 de Magnussen, déjà, rien que ça, même si c'est largement aidé par le fait qu'il y ait eu le drapeau rouge de Charles Leclerc. Non, Melbourne, Hülkenberg fait P10. Donc ils sont tout le temps en Q3, il me semble. Sauf que la différence, c'est que Magnussen et Hülkenberg ne se battent pas pour les places où Charles Leclerc et Carlos Sainz se battent, et que du coup, l'écart qu'il y a entre les monoplaces qui sont dans le même paquet qu'eux, à savoir du coup Alpine, McLaren, et tout le reste en fait, Williams, AlphaTauri, tout ça, elles n'ont pas la différence de performance en course qui leur permettent d'aller chercher la Haas à la régulière en dépassement. S'ils sont devant, la Haas va pas forcément aller les chercher, mais si la Haas est devant, elle reste très souvent devant. Ils ont encore un peu ce problème en fin de course où ils ont un problème de dégradation, où la voiture s'effondre, mais tout le long de la course, Magnussen il est P6 ou P7. Et c'est quand même le cas assez régulièrement de voir cette Haas bien performer sur le haut du midfield. Aujourd'hui, ils peuvent, s'ils alignent tout bien, mettre 4-5 points par Grand Prix. Parce qu'à la régulière, la monoplace, si elle se qualifie devant l'Alpine, pour moi, elle va rester devant l'Alpine. Et elle va rester devant la Williams, devant la AlphaTauri, devant la McLaren. Du fait de ce qu'on a dit sur la première piste et hypothèse, ce fameux tiers, la dégradation des pneus, le fait qu'on a du mal à suivre. Le manque d'écart de perf entre les écuries. Parce qu'on a vu, c'est 7 dixièmes entre la P3 et la P20 en qualif. 9 dixièmes, je ne sais plus. Enfin, à moins d'une seconde. Donc ça, plus le fait qu'effectivement, avec les appendices aéros qui sont en train de revenir un petit peu sur les ailerons avant, on demande aux pilotes de ne plus se suivre à moins d'une seconde 5. On leur demande d'économiser leur gomme parce qu'ils partent en médium et ils finissent en hard, et que du coup, il va falloir faire des longs relais, et que concrètement, attaquer coûte plus cher que l'année dernière. Donc, si tu attaquer coûte plus cher que l'année dernière, et qu'en plus de ça, tu as un écart de perf qui est minime, si tu te qualifies P5, tu as de fortes chances quand même de te rester dans le top 10. Tout à ce que tu es avec un rythme de course peut-être moins performant que celui de l'Alpine ou que celui, je sais pas, même de la Williams par exemple. Donc, ce changement de stratégie, on va dire, sur le week-end, à savoir se qualifier bien, ça peut aider les écuries du midfield. Aujourd'hui, on le voit avec Haas et à Miami, je les ai trouvés particulièrement performants. Enfin, faut quand même se dire qu'Hülkenberg tient Hamilton toute la course. C'est quand même incroyable. Et puis la lutte Magnussen, le premier relais, et Magnussen, il repasse Leclerc. C'est incroyable. Donc, les deux Haas, aujourd'hui, si c'est bien optimisé, ça peut aller mettre des points, mais pas par à-coup. Ça peut aller mettre des points de façon très régulière et pourquoi pas jouer la 5e place à Alpine et à McLaren. Attention développement quand même, c'est chaque année le problème chez Haas. Oui, mais pourquoi pas. Oui, mais la voiture aujourd'hui est saine. Et moi, ce qui me gêne, effectivement, c'est ce que tu disais, c'est la dégradation pneumatique. Le jour où ils réussiront à dégrader autant que leurs rivaux et pas plus,
On prend l'exemple de l'Azerbaïdjan, Hülkenberg qui sur les 10 derniers tours en dur est nulle part, alors que Ocon lui parvient encore à tenir. Et pour répondre à la question tout à l'heure, Azerbaïdjan et Arabie Saoudite où où les As ne se qualifient pas en Q3. Mais effectivement aujourd'hui, autant pour les écuries du top niveau se qualifier 13e ou 5e, comme Hamilton, c'est peut-être pas si important sur l'ensemble d'une course, autant sur la 2e ou la 3e division aujourd'hui du championnat du monde de Formule 1, c'est primordial. Et quand tu as un pilote aussi rapide que Nico Hülkenberg sur un tour, il l'a prouvé depuis le début de saison, et que Magnussen, par à-coup pour le moment, est capable aussi de performer, on l'a vu l'année dernière avec la pole fantastique à Interlagos. Là, il fait une 4e place dans des circonstances particulières, mais il faut le faire le tour. Il faut le faire, bien sûr. Il faut le faire le tour, et il faut le faire à ce moment-là. Verstappen, il n'a pas fait ce tour à ce moment-là. C'est vrai. Donc, j'aurais tendance à être... je ne sais pas si je suis plus indulgent aujourd'hui avec As, parce qu'on a connu cette équipe qui, l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, c'est une équipe de F2. Ouais, clairement. Mais aujourd'hui, en l'occurrence, ça me fait plaisir de les retrouver à ce niveau-là, avec un duo de pilotes expérimentés qui, du coup, va aussi te permettre de te développer, de comprendre plus facilement la progression, où elle se situe, etc. Il faut encore gommer les petites erreurs des pilotes. Hülkenberg, il commet 1 ou 2 petites erreurs en course qui font que il perd des positions alors que sinon il était devant pour les 11e ou 12e places, je crois, à un moment. Mais effectivement, c'est prometteur. Mais je pense qu'on y croit aussi parce que t'as 2 tauliers. T'as 2 pilotes quand même plus expérimentés où tu te dis que alors sans faire offense à Schumacher, t'as l'impression quand même que t'as plus de valeur sûre, en tout cas t'as plus de garantie avec Hülkenberg et Magnussen. Bien qu'on n'ait pas vu Schumacher à la lutte avec une vraie voiture qui fonctionne bien, on va dire, même si l'année dernière on peut le penser avec Magnussen. Non, il y a aussi le fait que c'est la 2e saison de suite que As a une voiture qui est sortie du fond de grille. L'année dernière, As ne s'écroule pas comme les autres années. Il tombe, mais ils tombent pas dernier. Ils n'ont pas fait une Alfa Romeo, ils n'ont pas fait une Williams. Ils ont gardé un certain niveau et aujourd'hui, ils se repointent à Bahreïn et même là depuis les 4 dernières courses à jouer Q2, Q3 pour une voiture. C'est un peu le problème. Souvent, c'est jamais ils n'arrivent pas forcément à aligner les deux. Mais du coup, As est en train de s'installer pour la 2e saison consécutive dans le midfield et pour ce début de saison en haut du midfield, ce qui n'était plus le cas depuis 2018. Ça faisait 3 saisons qu'on n'avait pas ça. Donc là maintenant, voir le rythme en qualif, voir que du coup les écarts de perf font que on ne peut pas trop leur prendre de position en course, plus le fait que ça s'assainit avec un duo de pilotes qui est expérimenté, qui peut aller optimiser normalement le package, faire du retour technique, ce qui n'était pas forcément le cas quand tu avais un Schumacher et un Mazepin par exemple. Et en plus de ça, tu as un package de base à Bahreïn qui peut jouer le top 10. Bah oui, pour moi, c'est quand même la saison la plus encourageante et la plus enthousiasmante depuis 2016. 2018, encore une fois, on l'inclut. Pour l'écurie américaine. Donc, Magnussen a tenu Charles Leclerc derrière lui 34 tours. C'est énorme. 34 tours sur une course de 57 tours. À ne pas oublier que la Ferrari est à vomir en course. Ça reste une Ferrari. Enfin, si demain tu me dis que la Ferrari B, visiblement, est meilleure en course que la Ferrari A. Si en début de saison, tu m'avais dit que Ferrari ne serait pas capable de passer une As en course, j'aurais été inquiet. Mais l'année dernière, déjà, on avait vu que passer les voitures, peu importe laquelle c'était compliqué. Non, mais à part pour Red Bull, c'était compliqué. C'est exactement ce que disait Kevin Magnussen justement après Bakou, où il disait aujourd'hui, même sur un circuit type Bakou, c'est difficile de dépasser et c'est très facile de défendre. Donc effectivement, on en revient au débat que l'on fera dans les semaines à venir, mais la position en qualif, on peut se dire aujourd'hui, clairement, qu'en Q3, il y a 2 places attribuées à Red Bull, 2 places attribuées à Ferrari, 2 places attribuées à Aston, 2 places attribuées à Mercedes. Donc il reste 2 places. T'as As, t'as Alpine, t'as McLaren, peut-être Norris plutôt que McLaren. T'as Albon parfois. Complètement. Au final, faut en parler d'ailleurs. Ça jouera parfois des micro-erreurs à des centièmes, à des millièmes. Je crois que Russell s'est fait sortir pour 4 millièmes de la Q3, enfin en Q2 du coup, c'était ça, en Azerbaïdjan. Ça va jouer à rien, mais effectivement, le samedi désormais sera très important.
Voilà les gars, en tout cas pour ces 4 enseignements, As et la chaîne alimentaire de la Formule 1, Schumacher qui mange Mazepin, Schumacher mangé par Magnussen et sur ce début de saison, Magnussen mangé par Hülkenberg. On a hâte d'avoir la suite bien sûr de cette aventure. Du côté de Chias, on regarde très rapidement le classement pilote-constructeur. Vous dire que c'est toujours pareil, 14 points désormais d'avance pour Verstappen sur Sergio Perez. Alonso solidement accroché, on l'a dit tout à l'heure, à cette 3e place. Hamilton qui compte 16 points d'avance sur son coéquipier George Russell. Clin d'œil de Sainz qui compte 44 points, 10 de plus d'ailleurs que son coéquipier Charles Leclerc. Et puis on se dirige sur le classement des constructeurs pour vous dire que Red Bull compte désormais plus du double de points d'Aston Martin. Elle est bien partie cette saison, je crois, pour cette firme autrichienne que je connais peu, mais je pense miser de l'argent sur eux si jamais vous voulez jouer au pari sportif. Les amis, c'est férié aujourd'hui, vous le savez, donc cette émission va bientôt s'arrêter, ce live va bientôt s'arrêter, mais on vous a préparé bien sûr plein de contenu pour passer cette journée autour de la Formule 1, notamment ce samedi, il y avait une très belle émission, Pole Position, avec 2 invités, il faut le dire, assez inédits. On avait d'un côté Jérémy de F1 à la loupe et de l'autre Anthony Drevet, le commentateur de la Formule 2. Ils ont échangé sur cette lutte Perez, Verstappen, est-ce qu'elle peut être durable? Et justement, je vous ai gardé ce petit extrait. Jérémy nous parlait de l'animal politique. Max Verstappen, peut-être que c'est une nouvelle corde à son arc. Je pense qu'il fait attention, Verstappen, parce que je pense qu'il y a eu un point de rupture quand même entre Perez et Verstappen à Interlagos l'année dernière, où Verstappen n'a pas voulu rendre la position à Perez, ce qui en partie empêché, en partie évidemment, de prendre la P2 au championnat face à Leclerc. En fait, je pense qu'il ne faut pas se tromper non plus. Ce n'est pas parce qu'on peut estimer ici que Perez aura du mal à tenir la dragée haute à Verstappen que c'est forcément un Bottas ou un Barrichello. Je pense au contraire que c'est une erreur de penser ça. Je pense que Perez est un pilote beaucoup plus égoïste que ce qu'on croit, est un pilote qui peut être d'une brutalité crasse, pour le coup. Oui. Et je pense que Verstappen, il a tout intérêt, notamment médiatiquement, à ne pas faire trop de vagues et à être respectueux vis-à-vis de Perez, parce que quand viendra le jour, si ce jour vient, si ce jour est prochain, je ne sais pas, quand le jour viendra où Verstappen aura besoin de Perez pour un championnat ou pour une question quelconque, il faut être sûr de s'assurer de sa fidélité. Donc, Verstappen ouvert, Verstappen souriant, Verstappen qui complimente Perez. Il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier, et puis c'est politique et c'est stratégique aussi. Je pense qu'il a bien compris cette dimension-là. Une émission à retrouver sur la chaîne Winamax TV vers une lutte durable entre Sergio Perez et Max Verstappen. C'est la question, bien sûr, qu'on posait, que vous voyez juste ici. Elle est absolument incroyable. Anthony Drevet, notre ami de la F2, qui était là. Si je vous parle d'Anthony Drevet et que j'insiste énormément sur la F2, c'est parce que c'est l'énorme sujet qui nous attend mercredi. Regardez le programme, soyez avec nous. Émission exceptionnelle, on a transpiré pour vous ramener tout ça, les amis. On se posera une question, on fera une pause avec la F1 qui nous ennuie énormément en ce moment. On parlera d'avenir, on parlera de Formule 2 avec les 5 Français. Est-ce qu'on peut avoir 5 Français dès 2024 ou à court terme, bien sûr, en Formule 1? On parlera de Théo Pourchaire, de Victor Martins, d'Isaac Hadjar. Ils seront tous les 3 en interview ce mercredi. Vous allez voir, on va apprendre beaucoup de choses. Et on aura un super invité, notre ami Bastien, vous savez, celui qui tient l'excellent compte Actu F2, qui sera là pour parler de toutes ces situations et même celles de Clément Novalak. Vous allez tout savoir sur nos Français de F2 et sur leur début de saison. Ce sera l'occasion d'un premier bilan. Donc soyez avec nous, les 3 en interview, ça va être extraordinaire. Réservez votre mercredi, ça sera disponible à partir de midi. Voilà les amis, bon, voilà, on a fait le tour. On me dit quoi? Ça fait 6 puisque 4 plus Ocon plus Gasly. Alors, petite subtilité, vous allez voir pourquoi on parle de 5. Vous verrez, soyez là mercredi, vous aurez la réponse mathématique à cette équation que vous nous posez bien sûr dans le chat. Merci Hamza, merci Brice. De rien. Joyeux anniversaire les gars. Voilà. Oui. On se souhaite 4 ans de plus. On se retrouve à une prochaine Coupe du Monde, on l'espère en tout cas. Et puis merci à vous surtout pour votre fidélité. Merci à First Team de nous accompagner toujours à ce point-là. Il y a plein de projets dans les cartons, donc on n'en dit pas plus, mais on revient avec plein de choses. On continue de bosser dur grâce à la force que vous nous envoyez. Merci d'avoir été nombreux dans ce lundi midi et surtout rendez-vous mercredi. Soyez au rendez-vous, c'est très très important. On va se régaler. Le pouce aussi également si vous regardez en replay sur YouTube. Et n'oubliez pas, podcast, Deezer, Spotify, Apple Music, je crois qu'on est à peu près sur toutes les plateformes. Donc on va se régaler. Il est là l'événement de la semaine. Il est là l'événement. L'événement de l'année, les pistonnés en podcast. Les pistonnés en podcast. Alléluia. C'est assez incroyable. Merci les gars, à très vite et surtout à mercredi. Salut.